Ça démarre. Impeccable, bah, ça tombe bien. Alors pour Christine, Sabine, tu veux faire un petit résumé du livre? Ah, que dire? Que le Bouddha s'adressait déjà à des bodhisattvas. Donc voilà. Donc nous, ça peut être quand même que des conseils, me semble-t-il. Alors du livre qu'on est en train d'étudier là, hein, c'est du matin. Ah, mais je croyais que si tu me parlais de du livre du matin, ouh là là, mais c'est très long tout ça. C'est connaître l'esprit, on t'explique comment fonctionne notre esprit, les Oui. différentes perceptions qu'on peut avoir. Et l'objectif, c'est d'aller vers une perception qui tend vers la réalité. Voilà. Ah, magnifique. Et ben voilà, on a résumé tout ça. Bravo, on peut faire les dédicaces. Puis le livre, on peut le trouver, enfin, tu l'as en version Alors, web aussi, ou je peux le commander, ou oui, tout à fait. Pour les personnes qui suivent les classes ici, on le distribue sous forme de PDF avec l'autorisation des éditions Mahayana, parce qu'en fait, ouais. notre groupe d'études, c'est un groupe de comment ça s'appelle? De relecture. C'est pour corriger les petites fautes et cetera, Ah pour ouais. retraduire les définitions à partir du tibétain et cetera, et une fois que ce sera terminé, on pourra le envoyer les corrections aux éditions Mahayana qui vont le republier avec, notre groupe de relecture. C'est cool. Ah, mais parce que c'est le même, enfin, je veux dire, c'est un peu le même, enfin, c'est les mêmes que Ça ça, ou bien c'est ça pas? c'est quoi? Je vois pas très bien. Ça, c'est La marche vers l'éveil, nouvelle traduction de Padmakara. Alors, donc, justement, d'où vient la confusion? C'est que, la marche vers l'éveil, c'est le Bodhisattva Charyavatara. Ça, c'est ce qu'on va étudier ce week-end avec le groupe d'études de Gendun Drupal. Ah, c'est pas OK. Non, mais tu vois, c'est bien parce que tu vois, je mélange, enfin, je mélange. Je pensais Oui? que dans le texte, là, il y avait les Ah mêmes, OK, c'est pour ça qu'on mais parlait peut-être de avec une autre celui-là, d'accord. version, tu vois. OK, et donc ça, c'est, demain et après-demain, on a le chapitre 9. Ouais. OK. Bah, donc après, tu peux rester Ah, ou c'est pas, pas c'est la comme même tu veux. chose. Ça n'a rien Ouais, à mais voir. tu vois, sur quelques lignes, moi, je comprends pas, tu vois. C'est comme j'ai demandé deux fois à Daniel, bon, bah, ça commence à 8h30, c'est jusqu'à quelle heure? Puis il me dit, bah, ça commence à 8h30, puis le soir, c'est à 8h. J'ai dit, ah ouais, d'accord. Bon, bah, je vais venir à 8h30, puis on verra bien, tu vois. Donc le matin, en effet, le vendredi matin, on étudie donc connaître l'esprit pour relire le Ouais, livre, etc. Le soir, là, ce soir à 20h, on va entamer une nouvelle saison, enfin un nouveau, une les nouvelle, saisons, les oui, épisodes. exactement, une nouvelle saison sur les débats pour justement comprendre la psychologie bouddhiste. Et Ah, c'est ce week-end qu'on a le livre, le texte du Bodhisattva Shantideva, ouais. d'accord. Mais enfin, de toute façon, tout est un lien, on va dire. Mais Oui, de toute façon. Ouais, ouais. voilà. Quand Bon, je dis voilà. ça n'a rien à voir, c'est pas tout à fait vrai. Ouais, Non, tout est d'accord. connecté, c'est vrai. Ah, ok. Bon, ben, Exactement. Et alors, donc, on en est où dans ce livre alors? Les conditions subséquentes, non? Ah, ok. Je sais plus, parce que là, je suis connectée, je te dirais, mais je suis pas dans Ouais, c'est quoi les cognitions subséquentes? les ouais, suppositions correctes. ok. La supposition correcte, ouais. Ça veut Ah, dire que on peut, en effet, quand on étudie la psychologie bouddhiste, on essaie de voir qu'il y a deux façons de comprendre l'esprit. La première façon, c'est de manière expérimentale, à la première personne. En méditant sur l'esprit, quelle est la nature de l'esprit, et cetera. Ça, c'est une façon de faire, ouais. Et une autre façon, c'est, de voir quels sont les différents types de fonctions de l'esprit, ouais, les différents types ah, est-ce qu'on est en accord avec la réalité? Est-ce qu'on est en désaccord vis-à-vis de la réalité, et cetera? Ouais, salut Gina. mmh. Ouais. Et donc, on essaie de faire la part des choses, ouais, de voir que on a différents modes d'accès à la réalité, la perception directe, la conception, et cetera, ouais. Et donc parmi tous ces types de cognition, perception, conception et cetera, certaines sont en désaccord vis-à-vis de la réalité, certaines sont en accord vis-à-vis de la réalité, mais ne la réalisent pas, et cetera, et cetera. Ouais, OK, et donc justement, alors, on a des divisions de ces, types de cognition en 7, en 3, en 2, et cetera. Là, on est toujours dans la division septuple, et donc qui veut nous énoncer les 7 types de cognition? Entre, Gina et Sabine qui, sont là depuis, qui font partie des meubles. Perception directe, non? Perception directe, c'est le premier, oui. Les inférentiels, les cognitions. Oui, cognition inférentielle, oui. Elles sont pas dans l'ordre. Les doutes, les cognitions fausses, les cognitions subséquentes, les perceptions inattentives, et puis il en manque une.
je sais plus ce que j'ai dit sur ces contenus. Du coup, Et tu veux aider Sabine? Référentiel. Oui, on l'a dit très bien. Perception Ouais, ouais. directe, cognition inférentielle. Ensuite, il y a quoi? Il y a la ensuite, subséquente, ouais. voilà, le deuxième moment. Et la perception inattentive, et Oui, j'ai parlé de Correct. voilà, oui, supposition correcte. Le doute. Le doute. la cognition fausse. Oui, très bien. Bravo, bravo. Excellent. Bah, c'est super ça. C'est super. Là, Donc, il y a un ordre, tu dis, ou bien? alors, il Il y y a a un ordre? un ordre qui est donné dans le texte, mais après, justement, l'ordre n'est pas toujours respecté. Par exemple, dans le texte tibétain parce qu'ici, Latin Rinpoche commente ce qu'on peut trouver à Drepung Losling, c'est un texte sur la psychologie de Geshe Jampel Sampel. Ouais, et là, nous, on a déjà vu les cognitions qui réalisent leurs objets. Ouais, il y a des cognitions qui réalisent leurs objets, ça veut dire qu'elles comprennent leurs objets, la perception directe, valide, on pourrait dire, la cognition inférentielle qui s'appuie sur un raisonnement, et la cognition subséquente, c'est un deuxième moment de cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Ouais, donc ces trois premières réalisent leurs objets. Ensuite, on parle des cognitions qui ne réalisent pas leurs objets avec les suppositions correctes qu'on a vues au cours des dernières sessions. Et là, on va terminer d'ailleurs la supposition correcte. Et ensuite, on entre dans la cognition inattentive. Mais entre les deux, dans le texte tibétain, il y a le doute. Ouais, alors que là, en français, et en anglais d'ailleurs, même aussi, ça existe en anglais, hein, c'est Mind in Tibetan Buddhism. Ouais, Alors, ah, ok. d'accord. Et donc Parce là, que en français, oui, le livre Connaître l'esprit, il est plus en vente, hein. tout à fait, exactement. Il est sous forme, comme on disait tout à l'heure, sous forme de PDF pour les personnes qui veulent étudier notre groupe. Ouais, c'est les éditions de Oui, Marina. mais je dis ça, Oui, tout à fait, je oui, dis- c'est pour Christine, ouais, c'est ce qu'on lui a dit tout à l'heure. voilà, ok. Exactement. Et quand tu dis ça, c'est tout de voir que les choses, elles sont impermanentes, qu'elles sont conditionnées, enfin, tout de voir les liens, en fait, c'est ça, de voir les Oui, relations. exactement. Et on peut Qui sont passer de l'une à l'autre. cachées, un peu cachées ou évidentes, c'est ça un peu. Oui, on peut passer de l'une à l'autre. Ça veut dire que la plupart du temps, euh, la plupart du temps, on navigue entre la cognition fausse, le doute et la supposition correcte. Ouais, Ok. mais on a aussi bien sûr beaucoup de perceptions directes qui sont valides. Ah, Ouais. Quand on réalise la couleur d'une tasse visuellement, cette tasse, la couleur de cette tasse est noire. Ok, parfait. Hop, on l'a réalisé. Donc on a des cognitions valides. On en a beaucoup aussi, ouais. Et mais par rapport au lamrim, par exemple, par rapport au lamrim, quand on étudie le lamrim, par exemple, la précieuse existence humaine, la continuité de la conscience, les quatre nobles vérités, la possibilité de l'éveil, etc., dans une immense majorité des cas, on n'a qu'une supposition correcte. Ouais, on suppose correctement, ouais, parce que un enseignant, un autre maître l'a dit, etc. Mais ces suppositions correctes ne sont pas nécessairement toujours comment dire, présente. On peut avoir beaucoup de doutes aussi. Ouais, on peut avoir des cognitions fausses par rapport à ce qu'est la vacuité, etc. Ouais. Et donc, si par exemple, on commence avec ce point-là, par exemple, la réalité des choses, notre propre réalité, la plupart du temps, quand on est dans l'ignorance manifeste, c'est une cognition fausse. Ouais, quand on se saisit soi-même comme existant de manière inhérente, on saisit les autres comme existant de manière inhérente, ça, c'est une cognition fausse. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une réalité plus profonde que l'apparence? Et donc, on va écouter les enseignements, on va étudier des livres, etc. Et donc, on pourrait passer de la cognition fausse au doute. Ouais, se dire, tiens, peut-être que je n'existe pas de manière inhérente. Ouais, peut-être que les autres n'existent pas de manière inhérente, etc. Ouais. Et ensuite, ce doute pourrait être remplacé par une supposition correcte. Ouais, la supposition correcte, c'est quoi? C'est, comme on l'a dit, notre conscience est en accord avec la réalité, mais ne la réalise pas. Ouais, par exemple, on a un maître pleinement qualifié comme ça, Saint Dalai Lama, qui nous dit on est dénué d'existence inhérente, on est vide d'existence inhérente. On va dire oh bah c'est certainement le cas, et donc on a une supposition correcte, ouais, parce qu'on nous l'a dit, etc., etc. On va se dire parce que le Bouddha l'a dit ou parce que sa sainteté l'a dit, etc. Ok, et donc ça c'est la supposition correcte. Ouais. Toi, je Mais comprends mieux, mais je comprends mieux, oui, mais Sarko Rinpoche, enfin, il rigole toujours, il dit toujours, c'est super que vous ayez des doutes, toi, dans les débats, les trucs, tout à puis enfin, fait, il valorise ça. Mais là, je comprends mieux encore, tu vois, ce que tu dis. exactement. Le Ouais, doute parce que le permet d'aller doute, chercher plus encore avec les débats pour hmm, chercher à mieux, enfin, à expérimenter ça, en fait, parce que c'est que ça exactement. à faire. Sinon, Exactement, parce que si on ne doute on pas, on va pourra- pas chercher à ouais. connaître. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais.
Et donc, c'est pourquoi c'est important de remettre en question, se dire, Ouais, tiens, peut-être que l'apparence n'est pas la réalité, peut-être qu'il y a une ouais, réalité plus ouais. profonde, l'envers du décor, etc. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, OK. exactement. Et puis, l'idéal, c'est ensuite de générer une inférence, une cognition inférentielle. On raisonne, on emploie des raisonnements, etc., les raisonnements Madhyamika, etc., pour générer une inférence, une déduction logique. Et ensuite, on essaie de méditer là-dessus pour faire en sorte qu'un jour, ça devienne une perception directe. Ouais. Mmh. Ok, donc c'est pourquoi on a cet ordre-là, mais c'est pas un ordre défini dans tous les cas, qui n'est pas, euh, comment dire, c'est pas infaillible. Ouais, on peut passer de l'un à l'autre, etc. On peut passer du doute à la supposition correcte ou de la supposition correcte au doute, etc., etc. Ouais. Je peux juste, si je comprends bien, par exemple, l'autre jour, j'étais à Genève et puis j'ai vu dans le ciel, tu voyais comme un nuage, mais je sais qu'il y a le jet d'eau, tu vois? Mhm. Mais si tu regardais derrière les immeubles, tu pourrais voir comme un nuage. Je dis, bah, moi, j'ai tout dit: «Ah bah tiens, c'est le jet d'eau, puis ça fait des bulles» et ça, le fait que je rédise, je sais que j'ai le jet d'eau derrière et que c'est pas un nuage, mais que c'est de l'eau qui est dans le ciel, Ouais, je génère une inférence valide. C'est ça ouais. que tu veux dire ou Ça veut bien? dire qu'un nuage n'est pas de l'eau dans le ciel. Ah mais ah bah, c'est aussi de l'eau dans le ciel, le nuage. Oui, ben non, mais tout à fait, mais c'est pas le même kind of nuage, tu vois? Ok. Non, mais je sais pas, Oui, c en fait, c'est exactement. ça, en fait, hein, c'est d'inférer quelque chose avec une vérité que moi je sais ou quelqu'un d'autre où je fais confiance que c'est Tout à de fait. son civil et puis dire qu'il y a de la fumée parce qu'il y a du feu et que je vois pas le feu, mais quelqu'un Oui, tout à fait. moi, Ouais, c'est ce sont pour des inférences qui reposent nécessairement sur des raisons valides. Ouais. ouais, Donc, OK, bien sûr, les raisonnements, les raisons valides, etc., c'est ce qu'on étudie, on étudie surtout le vendredi soir. Ouais. OK. Mais on a aussi des fois des débats le vendredi matin. Hein, ça, on peut pas y échapper. Ouais, OK. Ouais, ok, eh ben, c'est super. Donc là, on était dans la supposition correcte. Et donc, la supposition correcte, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que c'est pas justement d'avoir des bonnes inférences, enfin, qu'on sait d'où elles viennent comme Ouais. avec des Alors, la raisons, des différence, évidences valides de ouais. quelqu'un, ouais. Alors justement, une supposition correcte, elle est correcte, elle est en accord avec la réalité, elle est factuellement concordante, mais elle n'est pas valide. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas valide? Elle ne réalise pas son objet. Elle ne réalise pas son Ah objet. ouais. Elle ne réalise pas son objet. Si une condition ne réalise pas son objet, elle ne peut pas être une condition valide. Ouais, parce que la définition d'une condition valide, c'est quoi? C'est une cognition qui réalise nouvellement son objet par son propre pouvoir. Oui, c'est une cognition nouvelle et infaillible, oui, ou qui réalise nouvellement. Oui, et nouvellement, ça veut dire par son propre pouvoir. Ouais, exactement. Ouais, c'est une cognition nouvelle et infaillible. C'est la définition qu'on accepte généralement. En effet, ouais. Donc, une cognition, c'est un événement cognitif. Elle réalise, elle est infaillible. Ça veut dire qu'elle tranche les surimpositions, elle atteint son objet identifié, etc. Et elle est nouvelle. Ouais, c'est ce qui la distingue chez les autres antiquats de la cognition subséquente, qui elle aussi est une cognition qui réalise son objet, mais sauf qu'elle ne réalise plus nouvellement, ouais, plus par son propre pouvoir, elle réalise ce qui avait été réalisé initialement par une cognition valide. Ouais, OK. très bien, très bien. Et donc la supposition correcte, parfait. Donc si on continue, la dernière fois, de quoi on avait parlé? On avait parlé aussi oui, je me souviens qu'il parlait de ces points-là par rapport aux états méditatifs. On était à la page 145. Et qu'est-ce qu'il disait là? Alors, ça, c'est pas le Tenebochi qui parle, c'est Geshe Jampel Sampel dans le manuel. Il dit, OK. Donc, si on reprend par exemple l'expérience, ouais, on dit que, OK. Voilà. Il y a une définition qui est donnée dans le Tsemarikter de Sakapandita, ouais, page 144-145. Il dit donc c'est une cognition conceptuelle qui, sans dépendre d'une expérience ou d'une raison valide, serait son support, appréhende de façon univoque et non fausse son objet d'engagement, mais n'atteint pas un objet pour lequel les surimpositions auraient été éliminées. Ouais, ok. Donc, n'atteint pas son objet pour lequel les surimpositions ont été éliminées, ça veut dire qu'il n'est pas infaillible, tout simplement, qu'il ne réalise pas son objet. Ouais, cette cognition n'a pas, la supposition correcte, n'a pas tranché les surimpositions, donc elle n'est pas une cognition valide, elle n'est pas une cognition qui réalise son objet. Ouais, ok.
Et donc, on avait dit qui appréhende de façon univoque. Pourquoi? Parce que c'est pour dire qu'une supposition correcte n'est pas un doute. Ouais. Le doute, lui, il est équivoque. Ouais. On hésite entre deux possibilités, etc., ou entre trois possibilités, etc. Alors que la supposition correcte, ce n'est pas le cas. Ouais. Vous vous souvenez de cet exemple qu'on donne à chaque fois de la supposition correcte? C'est quoi? Les personnes qui ont déjà suivi, quand on dit, par exemple, si on vous demande quelle heure est-il? L'histoire de la montre. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de la montre? Eh ben, je te demande quelle heure il est, tu me dis 4 heures, seulement ta montre est cassée, mais cette fois-ci, effectivement, il était 4 heures. Donc, tu étais en accord avec la réalité, mais pour l'instant T. Voilà, exactement. Oui, c'est par exemple, en effet, on a la montre qui est cassée à 4 heures, on ne le sait pas, on nous demande quelle heure et à quelle heure il est, et on dit bah, il est 4 heures. Et on nous demande quelle heure il est à 4 heures, ouais, comme par hasard. Ouais. Et donc, en effet, quand on dit bah, il est 4 heures parce que ma montre le dit, on est dans une supposition correcte. Ouais, notre cognition est en accord avec la réalité puisqu'il est 4 heures. Vous êtes d'accord? Ouais. Mhm. Ok, sauf que maintenant, si 10 minutes après, on nous redemande l'heure, là, il C'est va y quatre avoir un heures. truc. Et là, on va dire, bah, il est encore 4 heures. Donc, le maître du temps a disparu. Non, c'est que la montre était arrêtée à 4 heures. Ouais. OK. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, tiens, était-il vraiment 4 heures tout à l'heure ou Ah, pas? ouais. Mhm. Ah! Ouais, donc c'est pourquoi la supposition correcte ne réalise pas son objet. Si elle avait réalisé son objet, on ne Mhm. pourrait plus douter par la suite. Or, là, on doute par la suite. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok, donc si on doute par la suite, ça veut dire que la supposition correcte n'était pas infaillible, elle est faillible, elle peut être remise en question. J'ai Ouais, souvent ça dans les débats, alors, tu vois. oui, ça arrive On beaucoup, pense qu'on a compris, puis après, ah, ça non. arrive beaucoup, ouais. Ouais, il y a même des enseignants plutôt malins qui arrivent à faire croire à leurs étudiants que le blanc est noir et que le noir est blanc. Mhm. Ok. Mais ça, c'est des points supplémentaires. OK. Donc ici, la supposition correcte, en effet, elle n'est pas équivoque, donc ce n'est pas un doute. Très bien. Mais elle ne réalise pas son objet pour autant. Ouais. Et donc c'est une cognition conceptuelle. Ouais, parmi les différents types de cognition que nous avons, ça fait partie des consciences conceptuelles, la supposition correcte. On se dit, tiens, il est 4 heures. Ouais. OK. Très Mhm. bien. Et elle ne dépend pas d'une expérience ou d'une raison valide qui serait son fondement. Si elle dépendait d'une expérience qui serait valide, on pourrait dire c'est une supposition, pardon, cognition subséquente. Ouais, une cognition subséquente, elle continue de réaliser ce que réalisait initialement une cognition valide. Ouais, on l'appelle subséquente, c'est un mot un peu barbare. Ouais. Mais si, par exemple, tu es capable enfin, ce sera jamais précis, mais de lire l'heure avec le soleil, quelque part, Dans ce cas-là, ça ce serait valide. voilà, bah, c'est une expérience. Mais ce sera pas précis. Enfin, ça peut être très précis, mais c'est pas précis. Ouais. Peut-être, j'imagine. Ouais, Ah. si par exemple on dit il doit être entre 4 heures et 5 heures parce que le soleil il reste 4 largeurs de doigts par rapport à l'horizon terrestre, etc. Dans ce cas-là, oui, on a une inférence. On pourrait même dire, oui, on pourrait dire c'est une inférence, ouais, sur la base de la perception directe de la hauteur du soleil, 4 largeurs de doigts par rapport à l'horizon terrestre. Ouais, on pourrait dire ça. Dans ce cas-là, si on dit il est entre 4 heures et 5 heures, c'est juste, c'est valide. Ouais. Ok. Ok, très bien, très bien. Et l'exemple de Vali la semaine dernière, c'était que si on se dit bah, demain à 7 heures, il fera jour. Ouais, demain à 7 heures, il fera jour. Parce qu'on sait très bien qu'au mois d'avril, à 7 heures, avec le changement d'heure, etc., à 7 heures, il fait jour. Donc, dans ce cas-là, c'est une inférence. Ouais, c'est une cognition valide. Ouais. Ok, très bien, très bien. Eh ben, c'est super. Et donc là, cette définition donc, dit, en effet, ce n'est pas une cognition fausse. Ouais, la supposition correcte n'est pas une cognition fausse. Pourquoi? Parce parce elle est basée sur quelque chose de vrai, enfin sur la réalité en fait. Elle a son support qui est réel. Oui, elle est en accord avec la réalité. Elle est en accord avec la réalité, elle est factuellement concordante. Or, une cognition fausse ne l'est jamais. Mm. Ouais. Une cognition fausse est toujours factuellement discordante. Elle est toujours en désaccord vis-à-vis de la réalité. Ouais. Ok. Mm. Très bien, très bien. Et donc, c'est là où on en était. Après, il y avait ce que disait la Rinpoché. Cette définition ne diffère pas des deux autres
posée plus tôt. Et en effet, cette définition, on la retrouve plusieurs fois. Par exemple, on disait la dernière fois, on la retrouve dans le Loritatche de Kunkien Jamyang Shepa en particulier. Ouais, l'analyse décisive de la psychologie de Jamyang Shepa à Drepung Gomang. Ok, et donc ensuite, Geshe Jampel Sampel dans le texte Racine continue. Il dit ici, expérience doit être entendue comme ne dépendant pas des trois. L'expérience qui survient par la méditation, l'expérience de l'autocognition ou l'autoperception, ou la claire expérience qui n'est aucunement mêlée à une généralité de sens. Ouais. Ok, donc ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ouais, on avait vu que quand on a la claire apparence d'un objet, c'est une cognition qui a la claire apparence d'un objet, c'est une cognition qui n'est pas conceptuelle. Il n'y a pas la généralité de sens. Ouais, c'est ça la claire apparence d'un objet. Ok. Qui se manifeste à une cognition. Si la définition est posée de cette façon, il me semble que tout ce qui est une conscience ne serait pas nécessairement l'une des sept consciences. En effet, l'absorption méditative sur l'aspect répulsif ou la grande compassion dans le continuum d'un apprenti, etc., tout ce qui fait partie des réalisations du domaine de la méthode ne peuvent être correctement posées comme étant des suppositions correctes puisqu'elles dépendent d'expériences survenues par la méditation, ne peuvent non plus être posées comme des cognitions fausses puisqu'elles ne sont pas affectées par des causes d'erreur et qu'il est aisé de comprendre en quoi elles ne sont aucune des autres. C'est ce qu'il me semble et cela doit être analysé. Cela doit être analysé. Souvent, les enseignants disent ça justement pour laisser la liberté d'esprit critique. C'est très, très important. Ouais, ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, la Rinpoche va commenter. Il dit les cognitions telles que les absorptions méditatives sur l'aspect répulsif. Vous vous souvenez de ce que c'est? Oui, c'est quand tu médites et que tu vois des cadavres partout, ou de l'eau partout, et que tu crois que c'est vrai. Voilà, exactement. En particulier les cadavres. Ouais, parce que l'eau partout, bon, on pourrait se dire, c'est pas nécessairement répulsif, mais ça fait partie, en effet, des types de méditation. En effet, les kasina, ouais, les kasina, dans la tradition du Theravada, il y en a une dizaine. Il y a les couleurs principales, les éléments, etc. Et l'aspect répulsif, ouais, si on est trop attaché au corps humain, etc., on va méditer dans le sens où on va visualiser que la terre entière est remplie de cadavres, de squelettes, etc. Ouais. Ok. Et à un moment donné, la personne n'a plus besoin de visualiser, ça se manifeste directement. Ouais, c'est la claire apparence d'un non-existant. Parce qu'en effet, comme on l'a dit, sauf dans les films d'horreur, il n'y a pas de cadavres partout sur la Terre, etc. La Terre n'est pas recouverte de squelettes, etc. Ouais. Mais ça apparaît à la conscience de la personne qui pratique ce type de yoga. Ouais, Mhm. donc c'est l'apparence claire d'un non-existant. Ouais, la claire apparence d'un non-existant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de généralité de sens, ce n'est pas conceptuel, et malgré tout, ça continue d'apparaître à la personne. Elle n'a plus à visualiser, ça apparaît spontanément. Ça, Ouais. c'est une generic image ou bien tu dis? Alors, généralité de sens, c'est ça la generic image, mais là, il n'y en a pas, puisque comme on a dit, la claire apparence, ça veut dire qu'il n'y a pas de concept, ouais, de généralité de sens. Ok, Ouais. ok. Et Merci. donc, dans ce cas-là, est-ce que c'est erroné ou pas? C'est ça la Mm. question. Ouais. Et donc, la dernière fois, je vous avais conseillé de voir Ah les oui, j'ai pages compris. 162, 163, Mm. 164. Ouais, c'est la fin du chapitre, justement, où la Rinpoche parle de ces cognitions pour lesquelles il y a la claire apparence d'un non-existant. Ouais. Or, certains vont dire, bah, c'est une cognition fausse. Et d'autres vont dire non, pas nécessairement, puisque c'est issu de la méditation. Si c'est issu de la méditation, comment est-ce que ça pourrait être faux? Puisqu'un Bouddha doit nécessairement réaliser toutes ces méditations, toutes ces réalisations issues de la méditation. Donc il y a des débats là-dessus, comme d'habitude. Ok, donc on va pas trop en parler aujourd'hui, parce que justement à la fin du chapitre, il va en reparler de toute façon, on aura largement le temps de revoir tout ça. Ouais, ok. Donc, la question qui est posée ici, c'est est-ce que ces divisions septuples qu'on a énumérées, est-ce que c'est exhaustif? Est-ce que toutes les cognitions qu'on a sont exhaustives ou non? Ouais, sous toutes ces divisions septuples, est-ce que c'est exhaustif? Est-ce que bodhicitta fait partie de la division septuple, par exemple? Ouais. Est-ce que la grande compassion fait partie des divisions septuples, etc., etc. Ouais. Donc, ça pose question. Ça pose question. Donc là, il dit, en bas de la page 145, les cognitions telles que les absorptions méditatives sur l'aspect répulsif
la grande compassion ou l'esprit d'éveil sont des consciences, mais ne seraient pas incluses dans les 7 genres de conscience, dans la division septuple de l'Auric. Ouais. Ces types de cognitions surviennent par le pouvoir de la méditation. Ouais, puisqu'elles sont générées par la force d'une longue pratique et de la familiarisation. Si la supposition correcte est définie comme ne survenant pas par la force de l'expérience, ce qui inclut la méditation, alors elles ne peuvent être considérées comme des suppositions correctes. Ok, c'est quoi cette phrase? Si la supposition correcte est définie comme ne survenant pas par la force de l'expérience, ok, ce qui inclut la méditation, alors elles ne peuvent être considérées comme des suppositions correctes. Ok, je comprends pas très bien cette phrase. Euh, ok. Ah oui, ok. Donc ces réalisations issues de la méditation, ouais, ne sont pas considérées comme des suppositions correctes. Ouais, ok. Très bien, puisque dans la définition donnée par, rappelée par Sakya-Pandita, la supposition correcte n'advient pas par le pouvoir de l'expérience, et donc par le pouvoir de ces réalisations méditatives. Voilà, c'est ça qu'il est en train de dire. C'est une pseudo, en fait. Une pseudo quoi? Pseudo-raison correcte. Oui, oui, c'est ça qu'on avait vu dans les divisions des suppositions correctes. Il y en avait plusieurs des divisions. Ouais, on avait dit que la supposition correcte pouvait être sans raison Mhm. et aussi en dépendance d'une raison fausse, en effet. Et aussi, est-ce qu'il y avait d'autres? Les trois. Les trois. Les Je connais pas, Riri, Fifi et Loulou, je m'en souviens plus. trois. Stuart, Kevin et Bob. Il y a sans raison avec une raison qui est fausse. Et je ne sais plus. Non, Oui, il y en a trois. ok. Donc, Voilà. suppositions correctes qui se fondent sans raison. C'est-à-dire, on se dit, bah tiens, je suis sûr que je suis impermanent, je le sais, je sens que je le sais. Ok, donc il n'y a pas de raison. Ok. Ensuite, une raison fausse. On se dit, je suis nécessairement impermanent car je ne suis pas produit. Donc Ouais. ça, c'est une raison fausse. Ok, mais la thèse est juste. Ouais, et donc la supposition est correcte. Je suis bien impermanent. Ouais, sauf que la raison est fausse. Ok, et ensuite, il y a une raison valide, sauf que cette raison valide n'est pas certifiée. Ouais, par exemple, on dit à quelqu'un, il s'ensuit que tu es impermanent car tu es produit. La personne a bien réalisé ce qu'elle était, donc elle a bien réalisé produit, mais elle n'a pas encore réalisé l'implication. Ouais, si c'est produit, c'est nécessairement impermanent, etc. Ouais, ok, très bien, bravo, bravo. Et Yonzin Polbutchak, on donne d'autres types ouais, de suppositions correctes, mais on va pas nécessairement y revenir. Ok, très bien, très bien. Leur objet d'engagement, ok. Elles ne peuvent pas non plus être considérées comme des cognitions fausses, ces suppositions correctes, puisqu'elles ne sont pas, elles ne se trompent pas quant à leur objet d'engagement. Ouais, elles ne sont pas souillées par des causes d'erreur. Ouais, par exemple, les causes d'erreur, il y en a plusieurs types. Ouais, ça peut être, vous vous souvenez de ça ou pas? Oui. Oui. Ouais, c'était quoi? Vas-y, Gina. Ben, par exemple, si je vois un épouvantail au loin, Oui, je vais le prendre pour une personne. Mhm. exactement. Mhm. Oui, tout à fait. Donc là, dans ce cas-là, ça pourrait être quoi? La cause d'erreur, ça pourrait être l'éloignement, par exemple. Ouais, on est trop loin pour pouvoir déterminer ce que c'est. Voilà, oui. Ou Mhm. alors voir un lapin à cornes, Oui. un lapin avec des cornes. Ah oui. Oui, les Ça peut être lapins à la cornes, ça n'existe pas. luminosité aussi. Oui, la luminosité, Luminosité etc. sur un forme, ouais. Exactement, tout à fait. Et donc, il y a, donc, en général, il y a 4 causes d'erreur possibles. Ouais. Dans l'objet, par exemple, si vous prenez un tison la nuit ou un bâton d'encens allumé et que vous tournez très vite, on finit par voir un cercle, alors qu'il n'y a pas de cercle. Ouais. Donc, c'est juste, là, là, c'est l'objet lui-même, ça va trop vite. OK. Ensuite, Mhm. le support, on pourrait dire la faculté. Euh, ouais. Mais la faculté, si par exemple on a une faculté, par exemple si on rapproche les deux yeux, on va loucher et donc on va avoir deux lunes à la Pas place de d'une. feu. Donc Mhm. là, c'est dans la faculté elle-même. Ouais.
Ensuite, on a la localisation. Bah, comme on a dit, si on est trop loin de l'épouvantail, on peut pas savoir si c'est une personne ou pas. Ou on est dans un train qui ne bouge pas, c'est l'autre train qui bouge et on a l'impression que c'est notre train à nous qui bouge. Ouais. Ok, donc là, c'est la localisation et la condition antécédente. Ouais, dans les textes, ils disent si par exemple on est en colère, on voit tout en rouge. Ouais. Donc après, est-ce que c'est la condition antécédente qui fait ça, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un afflux de sang dans l'organe visuel? On pourrait se poser la question. Mais ils disent ça comme ça. Donc, il y a ces 4 causes d'erreurs superficielles, ouais. Est-ce que c'est un état d'esprit aussi par rapport à parce que tu dis suivant si on est en colère ou autre, on va pas voir les choses de la même manière en fait. Oui, On va oui, on prendre un pourrait état dire, d'esprit, ouais, on c'est pourrait dire l'état l'émotion d'esprit. qui transforme en fait la vision qu'on peut avoir Oui, même d'un objet. exactement. Exactement. Par exemple, l'attachement. Par exemple, comme je disais une fois dernière, à Blois, il y a un magasin qui s'appelle Tapisserie. Et bizarrement, moi, je lis à chaque fois pâtisserie. Allez, ça Ouais, ne ouais. pas. Ouais, ah ouais, c'est Ouais. oui, ouais, Et ouais. donc, à cause d'un moment d'attachement, L'attachement. Ouais, on ouais. peut faire un lapsus visuel, pourquoi pas. Mmh. Ouais. Très bien, très bien, très bien. OK. Mmh. Et donc, là, ce sont les causes d'erreur, ouais. Très bien. Et donc, la supposition correcte, il n'y a pas ces erreurs superficielles. Ouais, il n'y a pas ces causes d'erreur. OK. Très bien. Et donc, vous ne pouvez pas dire non plus qu'une cognition telle que l'esprit d'éveil soit une cognition inférentielle, car bien que l'esprit d'éveil soit produit en dépendance d'une séquence causale, telle que le précepte de 6 causes et un effet, il s'agit d'un cas de production en dépendance d'une familiarisation atteinte à travers une longue pratique et non d'une production en dépendance d'une raison valide, de sorte que de telles cognitions ne soient pas incluses dans la division septuple de l'Oric. Ok, donc la bodhicitta, ça peut poser question, comme on avait dit la dernière fois. L'abbé de Nalanda, Genjambel, avait dit une fois que bodhicitta, c'était une cognition subséquente, conceptuelle. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, il l'inclut dans les divisions septuples. Ouais. Et donc, ce n'est pas une perception directe et ce n'est pas une cognition valide. Si on s'appuie sur le Sautrantika, ouais, si on s'appuie sur le Prasangika, une perception directe peut, une conscience conceptuelle peut, dans certains cas, être considérée comme étant une perception directe. Ouais. Et une cognition subséquente pour les prasangika est une cognition valide. Donc, pour les prasangika, on pourrait dire que bodhicitta, c'est une cognition valide directe. Mais pour les non-prasangika, non, ce n'est pas possible. Ok, donc ça, c'est juste un point en plus. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave du tout. C'est juste, est-ce que toutes les cognitions que nous avons dans notre quotidien sont incluses dans la division septuple ou pas? Ouais, c'est ça qui pose question. Euh, ouais. Parfois, oui, hein, quand même. Quand je suis inattentive, ben j'y pense. Je me suis dit, eh ben là, je suis inattentive. Oui, exactement, tout à fait. Donc là, oui, en effet, on peut dire que on a nécessairement l'une ou l'autre de ces divisions septuples. Ouais, ça c'est Mmh. sûr. Mais est-ce que toutes nos cognitions au quotidien sont incluses dans ces 7? C'est là où ça pose question. C'est là où la question est posée ici. Ouais. Ah, ça, je sais pas. La supposition correcte, oui. Oui, on en a beaucoup. Oui, Fausse aussi. oui aussi. Exactement. Après, perception directe, je pense pas. Ouais, on n'a pas de perception directe, par exemple. Est-ce que je regarde l'écran? Est-ce que j'ai pas de Ah perception oui, oui. directe visuelle? Ah si, 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 les Oui. perceptions visuelles, oui. Ok, auditive, j'entends le son de ta voix, j'entends ce que tu dis, etc. Ouais. Oui, les 5 formes. Oui, exactement, tout à fait. Oui, on a les 5 consciences sensorielles, on a des consciences mentales qui sont directes aussi. Olfactive, Oui, tout à fait, exactement. visuelle, olfactive, Ouais, auditive, gustative, oui, tout à fait. voilà. Et tactile, ouais. Tactile, Mm. voilà. Très bien, donc on a tout ça. Ouais. Même si toutes ces consciences, visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles, ne sont pas nécessairement techniquement appelées dans tous les cas des perceptions directes, ouais, parce que certaines peuvent être erronées, on est d'accord? Mhm. Ouais, ok, très bien. C'est comme Ouais. tu dis, de prendre une corde pour un serpent, quelque part, tu penses avoir une perception directe. Oui, Voilà, mais elle est erronée, quoi. exactement. Je veux Et, dire. et même si, en effet, même si
au moment où on a l'impression de voir un serpent alors que c'est une corde, à ce moment-là, on ne pense pas nécessairement. On peut penser par la suite. On peut se dire: «Tiens, j'ai vu un serpent, j'ai Mmh. cru voir un serpent» et cetera. Mais au moment où on se trompe, c'est la conscience visuelle qui se trompe. Et si elle se trompe, à ce moment-là, on ne peut pas l'appeler perception directe parce que la définition de perception directe, c'est quoi? Elle est non erronée, non conceptuelle. Oui, c'est une cognition. Oui, pardon, à chaque fois je oui. Oui, une cognition non conceptuelle erronée. Oui, une cognition libre de conceptualisation et Mmh. non erronée. Exactement, tout à fait. Tout à fait, exactement. Ouais. Donc il faut qu'elle soit non erronée parce qu'en effet, au tout début, dans le Pramana-sammuccaya, Dignaga va dire Topa Dande Musumo, on va dire la perception directe est libre de conceptualisation. Ouais. Mais après, quand Acharya Dharmakirti va commenter son texte, il va rajouter et non erroné. Ouais, elle va dire qu'une cognition valide, pardon, une perception directe est une cognition qui est libre de conceptualisation et non erronée. Ouais, ça c'est très très important. Ouais, parce que sinon, la perception d'un mirage, la perception d'un serpent à la place d'une corde, etc., est-ce qu'on peut les appeler des perceptions directes? Ça pose question. Ouais. Ok, très bien. On les appellera des consciences non conceptuelles. Ouais, des cognitions non conceptuelles. Ouais, parce que une perception visuelle, pardon, une conscience visuelle est nécessairement libre de conceptualisation de toute façon. Une conscience visuelle ne pense pas. C'est ça. Ouais. Mais si on dit que techniquement, la définition d'une perception directe, ça doit être une cognition libre de conceptualisation, là tout va bien, mais en plus non erronée, à ce Mmh. moment-là, une cognition visuelle qui se trompe par Mmh. rapport à ce qu'elle appréhende, dans ce cas-là, on ne peut pas l'appeler techniquement une perception directe. On dira une cognition fausse, non conceptuelle. Mmh. Ouais, ok. Très bien, très bien. Eh ben, c'est super tout ça déjà. Ouais, Mmh. ok. Et donc, comme on avait dit, dans Recognizing Reality, vers les pages 391, 394, etc., Geshe Dreyfus dit que d'après Sakya Pandita, il n'y a pas ces divisions des suppositions correctes et des cognitions inattentives qui suivent dans la suite du texte. Il dit en fait qu'il y a trois types de cognitions qui ne réalisent pas leurs objets, le doute, les cognitions en général qui ne réalisent pas leurs objets, et qu'est-ce qu'il disait aussi? Euh, ouais, on va en 391, 394. Il dit qu'il y a, en effet, ah oui, les conceptions fausses, les états mentaux qui ne réalisent pas leurs objets et le doute. Ouais, il dit qu'il n'y a que ces trois-là. Et donc, la supposition correcte ne peut pas être une division spéciale. Ouais, c'est ce que va dire Sakya Pandita. Mais comme on l'a vu dans les pages précédentes de livres qu'on étudie, les Gelugpa vont s'appuyer sur Sakya Pandita pour dire qu'il prouve qu'il y a la supposition correcte. Alors qu'en fait, Geshe Dreyfus dit ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Ouais. Sakya Pandita dit il n'y a pas de supposition correcte et les Gelugpa disent bah regardez, Sakya Pandita dit qu'il y en a. C'est trop drôle. Ok, très bien. Et pour les cognitions inattentives, ça va être similaire. Sakya Pandita lui-même dit que une perception directe est nécessairement inattentive. C'est magnifique ça. C'est une citation que Geshe Dreyfus donne. J'adore cette citation, il faudra vraiment que je la prenne par cœur. Dena munsu tsemayan to mechie na niemig munsu to de machowa ni ki tsemajobayin. C'est magnifique ça. Il dit, il dit que la cognition, la perception directe est nécessairement inattentive car elle est non conceptuelle. Ouais. Et donc il dit, puisqu'une perception directe est libre de conceptualisation et non erronée, cela prouve que ce soit une cognition valide. Oh là 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 là, alors là, ça c'est pour nous, mais ça chamboule tout pour les Gallois. Oui. Ça chamboule tout. Il dit que pour Sakapa Nita, qui est normalement dans la tradition Sakapa, ils ont une lecture très proche de ce que dit Acharya Dharmakirti. Ouais, les Gelugpa vont plus interpréter d'une certaine manière. Mais Sakapa Nita dit que, en effet, une perception directe est nécessairement stupide. Une Mais perception directe ne certifie pas son objet. Oui, Christine?
Ah, ça me fait penser bah, je suis grand-mère, hein, et les petits-enfants sont comme ça, en fait. Donc beaucoup de choses, ils savent, il y a des réalités qu'ils savent, ils réfléchissent pas, en fait, ça vient direct. Oui, Même pour te dire que tu es en colère ou je sais pas quoi, tu vois, il y a quelque chose qui, je sais oui, pas comment dire, ouais, ouais, c'est une authenticité. Enfin, moi, je vois ça aussi comme une authenticité, mais oui, enfin, quelque part, le petit enfant, il réfléchit pas, il y a quelque chose qui sort, oui. paf. Enfin, je sais Mais, pas, je fais des liens, mais je peux pas te dire si c'est, ouais, mais voilà. ouais, il ne réfléchit Un pas. côté clair, tu vois, un côté clairvoyant aussi de quelque chose où il y a plus, ils n'ont pas encore ce mental qui vient brouiller Oui. le machin, tu vois. Mais voilà, hein, je sais pas, ça me fait penser à ça Alors, des fois. ce qu'il faut voir dans la tradition bouddhiste, et tout le monde sera d'accord, c'est que mental, esprit et conscience sont équivalents. Ouais, Ok. ouais. Là, il faudrait peut-être plus parler de l'intellect dans ce cas-là. Ouais. Ok. L'intellect ne vient pas Ah, brouiller leur concept, ok. leur perception, Mhm. etc. Mais Ouais. en effet, pour les jeunes enfants, ils peuvent ne pas conceptualiser ou avoir des Ouais. conceptualisations très élaborées par rapport à ce qu'ils Ouais. perçoivent. Mais malgré tout, ils réalisent la couleur bleue quand ils voient du bleu. Ils réalisent la chaleur du feu quand ils rapprochent les mains trop près de la chaleur du feu, etc. Ouais. Ouais, qu'ils vont réaliser. Mais Mhm. Sakya Pandita dit que la perception directe ne réalise pas. Elle est nécessairement inattentive. Ouais, Mhm. c'est magnifique ça. Ça que mais c'est bien parce que tu mets des trucs. Ils réalisent pas non plus, ils vont pas juger pour dire c'est bleu, c'est bien, c'est mal, c'est ça que tu veux dire. Il n'y a pas de. Alors Ils ne jugent pas. réaliser, ça veut dire que ça, c'est en accord avec la réalité, et que ça comprend cette réalité, que ça certifie cette réalité. Ouais, par exemple, notre conscience visuelle réalise la couleur de la tasse. Ouais, Mhm. elle atteint son objet identifié, elle tranche les surimpositions. Ouais, la conscience visuelle réalise la couleur de la tasse. Ouais. Et donc, mais Sakya Pandita dit non, là, la perception directe ne peut pas réaliser justement parce qu'elle est libre de conceptualisation. Ouais. Ton métier n'a niémigue, c'est ça qu'il dit. Ton métier n'a niémigue. Il dit puisque c'est libre de conceptualisation, ce n'est pas conceptuel, ça n'a pas besoin de certifier son objet. Ouais. Et donc, ça pose question. Ouais, dans la tradition Gelugpa, on va dire, une perception directe peut très bien certifier son objet. Ouais, ça, c'est très très important. Ouais, ça veut dire que quand vous réalisez la couleur bleue, vous réalisez visuellement la couleur rouge, etc., c'est une réalisation, la conscience visuelle réalise son objet. Mais Sakya Pandita dit que la perception directe et surtout les consciences sensorielles sont stupides et que c'est par la suite une conscience conceptuelle qui vient réaliser ou certifier, on pourrait dire, le contenu de la perception directe qui était un contenu un peu vide. Elle n'appréhende qu'un contenu sans le réaliser. C'est la conscience conceptuelle qui vient aider pour réaliser cet objet. Ouais, c'est pourquoi, juste après, dans Recognizing Reality, il y a cette citation magnifique qui dit que les cognitions sensorielles sont stupides, mais ont des yeux. C'est comme quelqu'un qui est muet, mais qui a des yeux. Et il dit ensuite, la conscience conceptuelle, c'est comme quelqu'un qui est aveugle, mais qui est très éloquent. Ouais. Et ensuite, il dit, l'autocognition qui, elle, a toutes ses facultés, les fait se rencontrer l'une l'autre. C'est magnifique, ça, comme exemple. Ok. Mhm. Ouais, il dit Wang, c'est court par Michenra. Ouais, la conscience sensorielle est stupide, mais elle a des yeux, elle voit très bien. Ouais. Et ensuite, il dit To Balong wa Makeja. Il dit la conscience conceptuelle est aveugle, mais elle est parfaitement érudite, elle est parfaitement éloquente, etc. Ensuite, il dit Ran Re Wang Wo Tsawayi, euh, Nipodé Datojie, oui. La cognition, l'autocognition qui, elle, a toutes ses facultés, les présente l'une à l'autre. C'est magnifique, ça. Ouais. Ok, donc ça, c'est un point de vue Sakyapa qui interprète vraiment ce que dit Acharya Dharmakirti. Si ça vous intéresse, c'est vraiment, il faut vraiment lire Recognizing Reality, c'est juste passionnant. Ensuite, chez les Gelugpa, on va dire que non, en effet, il y a une distinction quand Acharya Dharmakirti dit que la perception directe ne réalise pas son objet, ça veut dire que ce n'est pas son propos principal de, comment dire, de déterminer son objet. Ouais. Ça veut dire que la conscience, la perception directe, elle doit
réaliser son objet, tel que c'est interprété par les Gelugpa, mais c'est par le pouvoir de l'objet, en fait, que la perception directe opère. Alors que la conscience qui détermine conceptuellement, elle, c'est par le pouvoir de la conscience elle-même. Ouais. Et donc, les Gelugpa vont interpréter, vont dire qu'il y a une faculté pour la perception directe et pour la conscience conceptuelle de certifier son objet de manière principale. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne puisse pas le faire autrement. Donc, il y a des nuances, ouais, il y a des nuances du point de vue des Gelugpa. Ouais. Ok, donc ici, la cognition inattentive chez les Gelugpa, c'est l'une des divisions septuples. Ouais. Contrairement à ce que dira Sakya Pandita, elle dira la cognition inattentive, c'est la même chose que parler de perception directe. Ouais. Ok, est-ce que ça vous parle ou pas, ces petits développements un peu déroutant. Ben oui, quand même. Mais malgré tout, c'est peut-être parce que justement, on est trop intellect que moi, je pense que les perceptions directes, tout à l'heure, on parlait des petits-enfants, mais les animaux aussi ont des perceptions directes. En fait, on peut être capable de voir plein de choses, mais en fait, notre intellect prend le dessus. Et moi, je trouve qu'une perception directe, elle peut être très valide, seulement on prend pas la mesure de toutes les informations qui nous apparaissent, en fait. Oui, Voilà. exactement. Et en même temps, Sakya Pandita est d'accord avec toi. Elle dira qu'une une perception directe est valide justement parce qu'elle est libre de conceptualisation. Ouais. Mm. Il dit, les perceptions directes sont libres de conceptualisation et non erronées. C'est ce qui prouve que ce sont des cognitions valides. Ce sont des cognitions valides, mais qui ne certifient pas leurs objets. Et c'est une remise en question totale par rapport à ce que nous, on a appris. Oui, mais quand on parle des inattentives, on est inattentif justement parce qu'on laisse moins de place à toutes nos perceptions directes, parce que tout ce qui est conceptuel prend le dessus, je pense aussi. Oui, Et on c'est- était oui, plus, parce qu'on peut lire en voyant quelqu'un, il y a plein de signaux corporels, différentes choses qui permettent de traduire, qui donnent plein d'informations. Plus Ouais. moins on est capable d'en prendre acte, en fait. Enfin, il me Mm. semble. Oui, oui, ça veut Un dire que manque, oui. un manque d'attention aussi, inattentive. Oui, 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 tout à fait. C'est ce qu'on retrouve dans les textes aussi. Ouais, par exemple, si vous regardez, par exemple, ce magnifique aussi ouvrage, Omniscience and the Rhetoric of Reason, c'est splendide. Il y a aussi de la cognition valide là-dedans, mais du point de vue de Acharya Kamalashila et son maître direct, ouais, l'abbé Shantarakshita. Ouais, et à un moment donné, justement, ils parlent de leur traité qui parle de la cognition valide, pas que et ils vont dire que ce n'est pas parce qu'on a une expérience directe que celle-ci va nécessairement réaliser son objet. Ils le disent littéralement. Nahi anubhava matrad eva nishchayo bhavati. Ils disent exactement, c'est Acharya Kamalashila qui parle, il dit ce n'est pas par la simple expérience d'un objet que cette simple expérience de l'objet va nécessairement réaliser son objet. Et donc, et justement, qu'est-ce qui fait qu'une expérience d'un objet ne permet pas de réaliser son objet? C'est parce que on a un manque d'attention, un manque d'intérêt. Par exemple, c'est ce qu'ils vont dire littéralement. Ouais, un manque d'intérêt ou un manque de familiarisation. Ouais, ou un manque de qualité spéciale. Par exemple, ceux qui ont des qualités spéciales, ce sont ceux qui ont des réalisations méditatives, etc. Eux vont nécessairement réaliser leurs objets, etc. Mais si on a un manque d'intérêt ou si on n'est pas familiarisé avec un objet en particulier, on pourrait ne pas le réaliser et pourtant on en a une expérience directe. Ouais, ça vous parle? Ouais. Mhm. Ok. Mhm. Ça, c'est magnifique cette phrase, ouais. Ouais, la simple, ce n'est pas parce qu'on a une simple perception, la seule perception, la seule expérience n'est pas nécessairement la certification. Voilà, c'est juste magnifique. Ok, très bien. Et donc, ici, on a les cognitions inattentives ou les consciences inattentives dans le texte. Donc, la définition ici qui est donnée, c'est... donc, après, il y a une description littérale du définiendum de cognition inattentive. On dit une conscience à laquelle un objet apparaît mais n'est pas authentifié. Donc ça, c'est juste en français, nous on dit cognition inattentive, c'est beaucoup plus simple. Ouais, non la manière en tibétain, non la manier pas. Ouais, ça veut dire que il y a l'apparence claire, mais ce n'est pas, ça ne certifie pas son objet.
Ok, donc ils vont dire c'est une condition à laquelle un phénomène spécifiquement caractérisé qui est son objet d'engagement apparaît clairement, mais qui est incapable d'entraîner une certitude à son égard. Ouais, ou une certification à son égard. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là 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 là. Ok, est-ce qu'on a du temps? Ok, on a 7 minutes pour essayer de décrypter un petit peu cette définition. Une cognition. Ouais, qui a pour objet d'engagement un phénomène spécifiquement caractérisé, mais qui est incapable d'engendrer une certification à son égard. Ok, donc une cognition, vous savez, tout le monde sait ce que c'est, une cognition. Ouais, ensuite, objet d'engagement, justement, c'est là où on va voir dans la suite du texte, Latile Potier va expliquer les différents types d'objets. Donc c'est important de les comprendre. Il y a les phénomènes spécifiquement caractérisés, les phénomènes généralement caractérisés. Ouais. Et ensuite, la certification, ben, c'est ce qu'on est en train d'étudier justement. Est-ce qu'une cognition réalise son objet ou pas? Ok, donc il y a plusieurs éléments dans cette définition. Ouais. Donc un phénomène spécifiquement caractérisé, c'est quoi? Un impermanent. Un impermanent. Waouh, magnifique. Magnifique, ouais. C'est un équivalent de impermanent, un phénomène spécifiquement caractérisé. Ouais, ok, il est spécifique selon trois modalités, ouais, qui sont, Sa localisation, sa durée oui, et puis sa nature, et sûrement. sa nature, oh là là, magnifique. Tu as appris ça où, Sabine? C'est magnifique. Merci, Christophe. Ton prof doit être très fier de toi. Je sais pas qui c'est. Ok. Très bien. Un Swalakshana ou un phénomène spécifiquement caractérisé est spécifique selon trois modalités. Sa localisation spatio-temporelle, on peut dire, ouais, le lieu où ça existe, la durée de cet objet et sa nature. Ouais, par exemple, une tasse. Une tasse est un spécifiquement caractérisé. Pourquoi? Parce qu'elle a sa nature de tasse. Même une autre tasse ne partagera pas la même nature que cette tasse. Ouais, ce sera une autre tasse de toute façon. Ouais. Et on ne peut pas mettre une autre tasse à la place de cette tasse. Ouais, elle a sa localisation spéciale et elle a sa durée spéciale. Ouais, quelle que soit sa durée, ça ne changera rien pour les autres tasses. Ouais, si je la casse aujourd'hui, les autres tasses vont survivre à cette tasse de toute façon. Ouais, donc elle est spécifique selon ces trois modalités, sa nature, sa durée et sa localisation spatiale. Ouais, ouais, ça joue. Ok. Et donc, ça veut dire qu'elle existe de son propre côté. Elle est impermanente. C'est une vérité ultime pour les Sootrantika qui suivent le raisonnement. Ouais. Ok. Et donc, un impermanent, est-ce qu'il existe nécessairement? Oui, c'est un existant. Oui, exactement. C'est pourquoi ici, c'est la claire apparence d'un existant. Ça ne peut pas être la claire apparence d'un non-existant. Ouais, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, quand on parle de certains types de cognition. Par exemple, quand on voit un épouvantail et que, en fait, on est persuadé que c'est un être humain, etc. Ouais, l'être humain qui apparaît clairement, là, dans ce cas-là, c'est erroné. Ouais. On pourrait dire que même on pourrait le formuler plutôt autrement. On pourrait dire l'apparence claire d'un non-existant. Parce que dans le texte ici, à un moment donné, il parle des non-existants qui apparaissent clairement. Mais puisque les non-existants n'existent pas, ils ne peuvent pas opérer la fonction d'apparaître clairement. C'est impossible. Donc il faut le formuler autrement. Il faut dire l'apparence claire d'un non-existant. Ouais, ok. Or, pour la cognition inattentive est nécessairement non erronée parce que ce n'est pas l'apparence claire d'un non-existant. Au contraire, c'est nécessairement l'apparence claire d'un existant puisque c'est un impermanent et un impermanent existe nécessairement. Ouais, ça joue? C'est un substantially existent, tu peux utiliser, c'est ça, mais aussi. Alors, un phénomène spécifiquement caractérisé n'est pas nécessairement existant substantiel. Ouais, par exemple, une personne est un phénomène spécifiquement caractérisé. Ouais, elle est localisée à un endroit particulier, elle a sa propre durée, elle a sa propre nature, etc. Donc, c'est un spécifiquement caractérisé parce qu'elle est impermanente, la personne. Ouais. Or, c'est un existant imputé dans le sens où ce n'est pas appréhensible de manière autosuffisante. Ouais. Ok. Ok. Donc ça, ce qu'il faut voir, c'est que quand on dit substantially existent ou existant substantiel, si on ne spécifie pas appréhensible de manière autosuffisante, dans ce cas-là, existant substantiel égale impermanent. Ouais, Ok. si on dit juste existant substantiel, ça renvoie aux impermanents. Alors que les existants simplement imputés sont les phénomènes généralement caractérisés ou les phénomènes permanents. Ouais. Ok. Très bien, très bien.
Très bien, très bien. Et donc, en effet, c'est une cognition qui a pour objet d'engagement un impermanent. Donc, elle ne peut pas être erronée. Ouais, parce que c'est bien un existant qui apparaît s'il est impermanent. OK. Et ensuite, il faut qu'on voit ce que veut dire objet d'engagement. Ouais. OK, très bien, très bien. Mais on n'a plus trop le temps pour ce matin. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'il y a plusieurs types d'objets. L'objet d'engagement, c'est équivalent à objet du mode d'appréhension et c'est équivalent à objet de compréhension. Ouais. Et on pourrait dire aussi c'est équivalent à objet principal. Ouais. OK. Pour la fois prochaine, j'aurai des diapos par rapport à ces différents types d'objets. Donc ça va nous aider certainement à mieux comprendre, parce que là, c'est un peu abstrait. Mais, justement, il y a des diapos pour essayer de voir un petit peu ce que veut dire, ces différents types d'objets en opposition à l'objet apparent. Ouais. OK, donc l'objet d'engagement, c'est, la même chose que l'objet de compréhension. Ça veut dire que c'est ce qui existe de la façon dont il est, certifié par la cognition valide. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, hein, heu ouais, c'est ce que va dire, Kedubje, par exemple, dans, Freedom through Correct Knowing. Ouais, c'est son commentaire des traités sur la cognition valide. Il va dire: «Tseme ne sucepa jitawa shindu nepeche». C'est ça la définition d'un objet d'engagement d'une cognition valide. Il va dire: «C'est ce phénomène qui demeure tel qu'il est certifié par la cognition valide». Ouais, donc c'est pourquoi on peut dire objet de compréhension. C'est l'objet tel qu'il est compris par une conscience. Ouais. Donc là, Kalugje parle spécifiquement de l'objet d'engagement d'une cognition valide, mais c'est similaire à une cognition en général. C'est ce phénomène qui demeure tel qu'il est certifié par cette cognition. Ouais, donc c'est pourquoi on peut l'appeler objet de compréhension. Ouais, et donc par opposition à l'objet apparent. Ouais, c'est ce que, dans Recognizing Reality, il donne la définition donnée par, Gawa Gendun-Drupa, le premier Dalai Lama, d'un objet apparent qui est Chöde Nansang Goneri Parjawa. Ouais, c'est ce qui est connu par la simple apparence de ce phénomène. Ouais, OK, donc ça veut dire que c'est simplement ce qui se manifeste directement à une conscience. C'est ça l'objet apparent. Ouais. Et donc l'objet d'engagement et l'objet apparent ne sont pas corrélés, de manière automatique, même pour les perceptions directes. Même pour les perceptions directes, on dira que si c'est l'objet, d'engagement d'une perception directe, ce n'est pas nécessairement son objet apparent et inversement. OK, donc ça, on verra ça la fois prochaine parce qu'il y a des diapos, ça va nous aider un petit peu plus, il y aura des effets spéciaux! Ouais, c'est super cool. OK, très bien. Est-ce que vous avez une question urgente? Sinon, Mmh, on se voit la fois non. prochaine. Non? OK, merci beaucoup, c'était un immense plaisir et donc à ce soir à 20 heures pour les débats. Là, c'est la nouvelle saison sur l'Auric, ça nous permettra alors on va vraiment tout reprendre de A à Z, hein, la comparaison des phénomènes, comment est-ce qu'on débat et après on va commencer à aller dans les définitions et comparer les divisions septuples, tripartites, bipartites et cetera. Ouais? OK. Tu, tu peux m'envoyer Oui, je le- t'envoie tout ça. Ouais? vous faites alors par rapport à vendredi prochain, vous faites chaque fois, tu proposes de lire quelque chose chaque fois ou je sais pas, enfin comment ça. Alors c'est très aléatoire, ça dépend. Des fois, on fait juste une session de débat pour réviser. Des fois, on continue à lire le texte. Des fois, il est rare que je conseille aux gens de lire d'abord une partie du texte, mais dans ton cas, c'est peut-être plus utile, ouais, si ça t'intéresse de continuer le vendredi matin, de te Ouais, familiariser un petit peu avec les termes, même ouais. si nous, on utilise parfois d'autres termes que ceux qui sont employés, parce que c'est une vieille traduction. Ouais, Mhm. donc c'est un petit peu plus on essaye de restandardiser un petit peu le vocabulaire, mais déjà de te replonger un petit peu Ouais, dans le texte, ça devrait t'être utile, j'imagine. Ouais. mhm, Et puis mhm. si tu as le livre anglais, il est toujours publié, c'est Mind in Tibetan Buddhism, il existe en anglais et c'est une excellente traduction, ouais. Et traduit par Elisabeth Napper. C'est magnifique et ça continue d'être édité de toute façon, ouais. Ouais, ok, c'est quel Ok. éditeur ça alors? Ça, c'est Snow Lion. Snow Lion, ok. Ouais. Ouais. Impeccable, merci beaucoup. Excellente journée et peut-être à ce soir. À Merci. 8 heures, hein. Merci, au C'est à revoir. 20 heures, ouais, c'est à 20 heures ce soir, ouais, Ouais. sur le même lien Merci. Zoom. Merci, bonne Ouais. journée. Merci beaucoup, Ciao, bye bye. ciao.